Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons aborder maintenant la physique statistique. Alors, le sujet est un petit peu vaste, un petit peu compliqué, donc nous ferons plusieurs vidéos. Pas autant sur l'électromagnétisme, mais il faudra quand même découper ça en plusieurs fois pour ne pas que ça soit trop long. Alors, d'abord la thermodynamique. La thermodynamique, c'est la théorie qui, essentiellement, s'occupe des objets macroscopiques, des objets de grande taille, et qui s'échangent de la chaleur. On y trouve aussi d'autres grandeurs, telles que pression, température, énergie, travail. Et toutes ces grandeurs, pression, température, énergie, toutes les grandeurs qui caractérisent un système sont reliées par une fonction dite fonction d'état. Le fondateur de la thermodynamique est Sadi Carnot, un polytechnicien français. Il étudiait les machines thermiques et s'intéressait à leur rendement, c'est-à-dire le rapport entre la puissance qu'elles peuvent fournir et l'énergie qu'on leur fournit sous forme, par exemple, de vapeur ou avec du charbon. Et il montra que de telles machines thermiques avaient un rendement maximum, appelé maintenant rendement de Carnot. On peut vraiment dire que c'est l'acte de naissance de la thermodynamique. Elle fut fortement complétée, élaborée par de nombreux scientifiques tels que Clausius, Boltzmann et bien d'autres. Elle est basée sur deux principes. Le premier principe, c'est la conservation de l'énergie. La conservation de l'énergie totale, l'énergie du système et de son environnement, et l'énergie sous toutes ses formes, énergie mécanique, énergie chimique, etc. Si l'on fait la somme de toutes les énergies, on obtient un nombre invariable. Ce principe n'a jamais été mis en défaut, il fut vérifié sous toutes ses formes, sous toutes ses manifestations, par de nombreux scientifiques, surtout au XIXe siècle. Et avec l'élaboration, l'avancée des sciences, on découvrit que l'énergie dérivait en fait de principes plus fondamentaux. En particulier ici, pour l'énergie, les symétries par rapport aux translations dans le temps. C'est-à-dire que si j'ai un système maintenant construit d'une telle manière, avec toute une série de paramètres, et qui donne un certain fonctionnement, si je reprends le même appareil plus tard, dans les mêmes conditions, avec les mêmes paramètres, exactement le même environnement, tout, et je le fais fonctionner, il redonnera la même chose. Ceci est aussi lié à la notion de principe de relativité que nous avons vu, qui est un principe logique. Le temps est une coordonnée arbitraire, c'est nous qui décidons de l'heure, de la seconde, du calendrier, et donc les lois physiques doivent être choisies de manière à être indépendantes à ces choix qui sont arbitraires. Et on peut pratiquement dire que l'énergie est une grandeur physique qui est choisie de manière à être conservée, pour respecter ce principe. Donc ce principe, à l'époque moderne, ne peut plus être mis en doute, puisqu'on fait en sorte qu'il soit vrai. Le deuxième principe concerne, appelé second principe de la thermodynamique, concerne les processus irréversibles. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont tous les processus qui se produisent du passé vers le futur, mais jamais dans l'autre sens. Par exemple, vous prenez un verre, vous le faites tomber, il se brise en 1000 morceaux. Jamais vous ne verrez les morceaux spontanément, tout seuls, se rassembler, remonter et se mettre sur la table avec un verre intact. Tout le monde a déjà vu un film avec un plongeur qui plonge dans une piscine, avec le film passé à l'envers, où le plongeur sort de l'eau à l'envers pour remonter sur la planche. Ça a toujours un petit effet comique. Certains processus sont réversibles. Par exemple, si je lâche une balle qui rebondit, elle descend, elle remonte, elle fait le chemin en sens inverse. Les deux trajets sont réversibles. Mais à notre échelle macroscopique, la plupart des processus sont irréversibles. C'est ce traite le deuxième principe. Initialement, il était formulé en disant que si on a un corps chaud, une grande température, et un corps froid, une faible température,
qui sont en contact et qu'on n'apporte aucun travail, aucune forme d'énergie supplémentaire, alors la chaleur s'écoule toujours du corps chaud vers le corps froid. C'est ce principe qu'avait adopté Carnot. Les physiciens ont mis ça en équation, ils ont créé une grandeur appelée entropie, généralement notée S, qui est une grandeur choisie pour illustrer ce phénomène. Et le second principe est devenu l'entropie d'un système complet, donc système et son environnement, ce avec quoi il peut échanger. L'entropie est toujours croissante. C'est le second principe de la thermodynamique. Mais nous allons nous intéresser à la physique statistique. La physique statistique, c'est une reformulation, un refondement de la thermodynamique. Son but est de décrire les phénomènes macroscopiques à notre échelle à partir des descriptions microscopiques, les molécules et les atomes. Donc, c'est dire comment va se comporter un corps composé de milliards de molécules, connaissant les comportements de chaque molécule. Cette approche fut entamée par Boltzmann et Maxwell, le Maxwell de l'électromagnétisme, essentiellement dans l'étude des gaz. Donc eux, ils essayaient de comprendre les propriétés des gaz à partir des propriétés des molécules de gaz ou des atomes. On peut donc dire que cette théorie était basée sur la théorie atomique. Vous vous rappelez que je vous avais dit que, au départ, les physiciens n'étaient pas très chauds pour la théorie atomique, qui expliquait pas mal de choses en chimie, mais baser la science sur quelque chose qu'on ne peut pas voir, les atomes, trop petits pour être vus, ça ennuyait beaucoup les physiciens. Mais avec l'accumulation des connaissances, et avec les succès de la physique statistique, il n'y avait plus beaucoup de physiciens qui rejetaient les atomes. La physique statistique apporta énormément à la théorie atomique. Alors, voyons ça un peu plus près. Là, on va donc décrire un système, par exemple un gaz ou tout autre système, par des micro-états et des macro-états. Alors, les micro-états décrivent tous les atomes et toutes les molécules. Donc, on va dire la molécule 1 est à la position X, la molécule 2 est à la position Y, etc., etc. Elle a la vitesse V, la V1, la particule 2 à la vitesse V2, etc., etc. C'est vraiment le détail le plus fin possible. Le macro-état, c'est celui à notre échelle. Il ne s'occupe pas des molécules et des atomes. Il ne fait que décrire les propriétés globales. On retrouve les grandeurs de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'un gaz va avoir une certaine pression, une certaine température, etc. Et le but est de décrire ceci avec ceci. Alors, un macro-état correspond de nombreux micro-états. C'est-à-dire que pour un gaz ayant une certaine pression, une certaine température, il y a des milliards et des milliards de manières d'organiser les atomes et les molécules à l'intérieur. On peut donc presque dire que la physique statistique, c'est trouver l'ensemble des micro-états qui correspondent à chaque macro-état. Le nombre de micro-états est très grand. Donc la description complète ici est pratiquement utopique. Un gramme de matière, c'est des millions de milliards d'atomes et de molécules. C'est le nombre d'Avogadro sur lequel nous reviendrons encore. Et le nombre de molécules et d'atomes est absolument énorme. Pour décrire le micro-état, il faudrait pouvoir décrire des équations qui disent telle molécule se déplace de telle manière, elle vient heurter une autre molécule, elles rebondissent comme des boules de billard de telle manière, et donc on obtiendrait des équations. Des équations décrivant le mouvement de chaque particule. Alors si vous avez que 2 ou 3 particules, vous pouvez résoudre de telles équations à la main, c'est pas difficile. C'est des équations différentielles, mais
celui qui connaît un peu les mathématiques, ce n'est pas la mer à boire. Si vous avez un peu plus de molécules, d'atomes, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Vous pouvez toujours le faire sur ordinateur. Sur ordinateur, on peut même imaginer résoudre les équations pour des milliers ou même des dizaines de milliers de molécules. On pratique régulièrement ce genre de calcul en physique. Mais ici, on ne parle pas de dizaines de milliers de molécules, on parle de milliards de milliards. C'est absolument impossible de résoudre les équations exactes. Donc, on va faire appel aux probabilités et aux statistiques, d'où le nom de physique statistique. On va calculer les probabilités d'avoir un certain nombre de micro-états qui vont évoluer de telle ou telle manière. Face à des chiffres aussi énormes, Gibbs posa le premier postulat de la physique statistique. Son postulat était que chaque micro-état, donc chaque valeur possible pour les atomes et les molécules, chaque micro-état accessible par le système, ne sont pas nécessairement tous accessibles. Par exemple, dans un solide, les atomes et les molécules sont à des endroits bien fixés, tout au plus peuvent-ils vibrer ou parfois un atome se déplacer légèrement. Donc, les molécules, les atomes ne peuvent pas nécessairement être n'importe comment. Mais si pour tous les micro-états qui sont accessibles au système considéré, ils sont tous également probables. Tous ont autant de chances de se produire qu'un autre. Alors, ça peut paraître un peu contestable, c'est un peu arbitraire. On pourrait se dire, tiens, peut-être que certaines valeurs ont plus de chances de se produire que d'autres. C'est un peu brutal comme postulat. Donc, nous y reviendrons. Ce premier postulat, une fois admis, il a au moins l'avantage de simplifier les choses. Parce que un macro-état donné est réalisé par un certain nombre, on va dire n, de micro-états. En fait, la notation standard, c'est W. Plus ce nombre est élevé, et plus le macro-état aura de chances de se produire. Puisque tous les micro-états ont tous la même probabilité, W est une image exacte de la probabilité qu'a le macro-état de se produire. Alors, on l'appelle ainsi probabilité thermodynamique. Le terme est un peu malheureux parce que W, c'est un nombre énorme. Le nombre de micro-états, c'est des milliards et des milliards de micro-états possibles, alors qu'une probabilité, c'est toujours entre 0 et 100%. Mais si vous prenez le nombre total de micro-états possibles, pour un macro-état donné, W divisé par le W total, est réellement une probabilité, c'est la probabilité que ce macro-état a de se produire. Pour l'illustrer, prenons un exemple simple. Une boîte fermée, divisée en deux. Alors, cette ligne au tiret n'est pas une vraie paroi, c'est une séparation imaginaire. Et on a des molécules dedans, on va dire 5 molécules, qui peuvent se déplacer librement dans la boîte. Pour nos micro-états, on va dire, la particule 1 peut être là, dans le compartiment 1 ou 2. La particule 2 peut être dans le compartiment 1 ou 2. La particule 3, etc., etc. Donc on donne la position dans les deux compartiments de chaque particule. Ça, c'est le micro-état. Et pour le macro-état, on s'interroge qu'au résultat global, on va dire N1, nombre de molécules dans le compartiment gauche. N2, nombre de molécules dans le compartiment droit. Si le nombre de molécules est N, évidemment, on a N égale N1 plus N2. Ça paraît un peu artificiel comme définition de micro-état et macro-état. Bien qu'on ait un système physique qui se décrit un peu de cette manière, c'est le paramagnétisme. Mais pour nous, avant tout, cette façon simple de décrire les choses a surtout pour but de faire comprendre ce qui se passe avec la physique statistique. Pour l'illustrer, prenons le cas des 5 molécules et calculons les macro-états et les micro-états possibles. On va faire un tableau
on peut avoir dans le compartiment de gauche 0 molécule, 1 molécule, 2 molécules, 3, 4 ou les 5. Combien de possibilités a-t-on d'avoir 0 molécule dans le compartiment de gauche? Ben, ça veut dire qu'elles sont toutes dans le compartiment de droite. Et donc, il n'y a qu'une seule manière de faire. La molécule 1 est dans le 2, la molécule 2 est dans le 2, le 3 est dans le 2, etc. Il n'y a qu'une seule manière de faire cela. De même, toutes les molécules à gauche, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Maintenant, l'état macroscopique 1. Donc, une molécule à gauche et les autres à droite. Combien y a-t-il de micro-états pour le faire? Eh bien, je peux prendre une des 5 molécules et la placer à gauche et toutes les autres à droite. Donc, il y a 5 manières de faire. De même pour la situation symétrique. Donc, il reste le cas, avoir comme ici sur le dessin, 2 molécules à gauche. Eh bien, je peux prendre une des 5 molécules et la mettre à gauche. Et une des 4 autres molécules restantes, je la mets également à gauche. Donc, il y a 5 fois 4 possibilités. En fait, pas tout à fait, parce que si je prends la première molécule et la deuxième, ou je prends d'abord la deuxième et la première, j'aboutis au même résultat. Donc, il faut diviser par 2. Donc, c'est 5 fois 4 divisé par 2, il y a 10 possibilités. Donc, on voit que il y a déjà un peu plus de possibilités d'avoir des molécules réparties un peu au hasard dans les deux compartiments, plutôt que toutes les molécules d'un seul côté ou toutes les molécules de l'autre. Enfin, voyons le cas avec 10. Donc, 0, 1, jusqu'à 10. Là, c'est déjà plus intéressant. Alors, excusez-moi, j'avais noté les chiffres, parce que de tête, ce n'est pas toujours facile. Pour 0, il y a une possibilité. Pour 1, il y a 10 possibilités. Je vais vous donner le chiffre pour 5. Donc, 5 atomes à gauche, 5 atomes à droite. Il y a 252 possibilités. C'est déjà beaucoup plus grand. Ça veut dire qu'on a 252 fois plus de chances d'avoir une répartition moitié-moitié, 5 molécules à gauche, 5 molécules à droite, que toutes les molécules d'un seul côté. Et ça grimpe très vite. Très très vite. Donnons le résultat pour 1000. 0, 10, 100, 500. Donc on va dire 0 molécules à gauche, 10 molécules à gauche, 100 molécules à gauche ou 500 molécules à gauche. En tout, il y en a 1000, donc ça, c'est la répartition moitié-moitié. À nouveau, toutes les molécules, aucune molécule à gauche, il n'y a qu'une façon de faire. Pour 10 molécules à gauche, pardon, pour une molécule à gauche, il y a 1000 façons de faire. Ça grimpe vite, il y a 1000 molécules en tout. Pour 100, c'est 6 fois 10 exposant 139. Et pour 500, c'est 2,7 fois 10 exposant 299. Alors ça veut dire quoi? Mais c'est donc 2, si on enlève le 7, suivi de 299 zéros. C'est énorme. 2 suivi de 299 zéros. C'est des milliards de milliards, prononcés 33 fois le mot milliard. Seulement 1000 atomes, 1000 molécules. Et il y a 2 milliards, 33 fois, de façon de les répartir moitié-moitié. Alors imaginez quand vous avez non pas 1000 molécules, mais 1 million de milliards. Autant dire que il n'y a aucune chance que les molécules se tapent toutes à gauche. Il y a tellement plus de chances qu'elles soient bien réparties. Pour traiter les grands nombres, plutôt que de compter le nombre de molécules à gauche et à droite, nous allons prendre une autre grandeur.
on va compter la différence entre les deux nombres divisé par le nombre total. Ça donne la proportion d'atomes qui vont à gauche ou bien à droite. Moins 1, tout est à gauche. Pardon. Moins 1, tout est à droite, pardon. Voilà. Plus 1, tout est à gauche. Et 0, c'est moitié-moitié. Pourquoi une telle grandeur macroscopique? Eh bien, parce que si vous avez des milliards de milliards d'atomes, peu importe qu'il y ait 1 million de molécules à gauche ou 1 million une. Sur des milliards et des milliards d'atomes, vous n'allez pas vous amuser à compter chaque atome. Si vous prenez une pomme composée de milliards d'atomes et que vous la frottez avec un linge, déjà rien que ça, vous enlevez des milliers d'atomes. Vous en arrachez des milliers. Donc ce n'est pas un atome qui va faire la différence. Donc cette grandeur est déjà un peu plus réaliste. Pour un nombre de molécules total 10 exposant 23, typiquement c'est le nombre d'Avogadro, à peu de choses près. Donc 100 000 milliards d'atomes. Traçons un peu la valeur de R. Je vais vous faire deux graphiques. Est-ce que vous les voyez sur la vidéo? Non, c'est un peu trop bas. Je m'excuse. Je vais faire un peu de place ici. Je vais tracer mon graphique. Ici. Donc, vous avez la grandeur R qui va de moins 1 à plus 1 en passant par 0. La courbe, donc ça c'est la valeur de R. Et ça, c'est le nombre d'états. Si vous tracez la courbe du nombre d'états, vous obtiendrez typiquement une courbe en cloche. Alors, de 10 exposant moins 11 à 10 exposant plus 11. 0 étant ici. Pardon. 10 exposant moins 11 à moins 10 exposant moins 11. Donc 0,000, 11 zéros en tout, 1. Donc un nombre très très petit. Une courbe en cloche. Si vous faites le graphique de moins 1 à plus 1 et que vous tracez la valeur du nombre d'états, vous obtenez une belle ligne droite. En fait, c'est une courbe en cloche, mais très écrasée. La courbe en cloche, ça continue comme ça, très plate, très très plate, tellement plate qu'à l'œil nu, vous ne pouvez pas le voir. L'essentiel de la variation de R, en fonction du hasard, est donné par la largeur de la courbe en cloche. En statistique, on l'appelle l'écart type. Et cette largeur, elle est proportionnelle à 1 divisé par la racine carrée de m. Bon, peu importe ce que c'est la racine carrée. Pour vous donner un exemple, si vous avez 10 000 molécules, les fluctuations ici seront de l'ordre du %. Et pour des milliards de molécules, les fluctuations sont de l'ordre 10 exposant moins 11. Quasiment rien. Donc, toutes les molécules sont ici. On peut dire que, à notre échelle macroscopique, on a toujours un mélange à peu près moitié-moitié. Quand je dis à peu près, c'est même moitié-moitié. Tout court à la précision de nos mesures. 10-11, c'est vraiment très petit. Ceci nous mène au second postulat de la physique statistique. Le système physique est toujours dans le macro-état le plus probable. Dans ce macro-état et pas un autre. L'état moitié-moitié pour notre exemple. Il y a des petites fluctuations, mais elles sont tellement petites qu'on ne peut pas les mesurer. Pour prendre un exemple, toujours avec notre gaz, vous pourriez mesurer la valeur de R
en mettant des baromètres dedans pour mesurer la pression du gaz. Mettez votre gaz dans une enceinte, mettez des baromètres de très bonne précision, et bien vous pourrez attendre longtemps, si vous ne bougez pas la boîte, si vous ne la chauffez pas, si vous la laissez tranquille, vous pourrez attendre longtemps avant de voir un des baromètres fluctuer. Ce second postulat est vraiment un postulat statistique, puisqu'il est basé sur le fait qu'il y a des milliards de façons de répartir les molécules dans l'ensemble, mais il n'y a qu'une seule manière de les taper tout à gauche. Donc c'est basé uniquement sur les probabilités et de manière essentielle sur notre premier principe qui dit que tous les micro-états sont également probables. Chose qui est étonnante, c'est que ces deux postulats suffisent. On aura besoin de quelques relations évidentes, mais qui ne sont pas des postulats en soi, des choses assez simples et très faciles à déduire. On n'a vraiment que deux postulats. Ce postulat d'égalité des probabilités, ce postulat de macro-état le plus probable. Et à partir de là, on peut tout déduire, tout calculer. Nous verrons comment dans la suite. Merci.